Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Marharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Nous y sommes, donc c'est le titre de l'émission, le 25 août 2022 précisément. Aujourd'hui, Macron en Algérie, une question qui se pose, dans quel but? Parmi tant d'autres, on va en parler avec nos invités ce soir. Il débute donc aujourd'hui, en ce jeudi 25 août. Alors je vais juste, s'il vous plaît, saluer mon équipe en régie et leur demander de me couper l'oreillette. Merci infiniment l'équipe d'être à nos côtés. Donc sur ce jeudi, donc c'est parti pour 3 jours de visite. On va se poser la question, d'ailleurs, visite d'amitié, de courtoisie ou visite d'État. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette visite? C'est la deuxième visite d'Emmanuel Macron en tant que président, puisqu'en décembre 2017, il avait passé une petite douzaine d'heures en 2017 en Algérie. Alors on le sait, le pays, on ne va pas y revenir, on en a longuement parlé depuis maintenant 3 jours sur El Marharibiya, donc en froid, avec des rapports très compliqués en termes de diplomatie entre l'Algérie et la France maintenant depuis quelques mois. Mais on va y revenir puisque maintenant le président français Emmanuel Macron est en Algérie avec 90 personnes. On va y revenir. Tout le monde et quasiment tout le monde est représenté. Une délégation officielle avec des ministres, des invités du président comme Jacques Attali, écrivain par exemple, Nicole Guedj, ancienne ministre, Arnaud Montebourg, ancien ministre. On a aussi les institutionnels et opérateurs publics qui sont présents. Nous avons la culture, l'économie, l'université. Pourquoi autant de personnes? C'est une question qui pourra se poser aussi ce soir. Voilà l'objectif de ce rendez-vous. Voilà ce qu'a annoncé l'Élysée officiellement. Je cite: refonder et développer une relation entre la France et l'Algérie. Refonder, refonder, c'est un mot important. Développer, continuer. Donc entre la France et l'Algérie, résolument tourner vers l'avenir, au bénéfice des populations, orienter cette visite vers l'avenir, les start-up, l'innovation et la jeunesse. Alors on sait très bien que l'innovation, la jeunesse, les start-up, ça ferait bien le bonheur notamment du peuple algérien et des secteurs nouveaux. On va revenir bien évidemment sur cette première journée. On parlera d'un point de vue économique. On connaît aujourd'hui les enjeux notamment du gaz. Est-ce qu'Emmanuel Macron, même si la France, on l'a vu aujourd'hui autour de plusieurs émissions, se dit clairement pour l'instant être approvisionné en gaz, notamment pour l'hiver prochain, mais aussi pour les mois et les années à venir. Mais est-ce que c'est derrière cette visite, il n'y a pas aussi l'éventuelle signature du gaz quand on connaît donc le conflit qu'il y a aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, et bien évidemment le dossier du Mali, du Sahel, la position de la Russie face à l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui l'Élysée a crainte de voir une Russie plus proche avec l'Algérie que la France l'est maintenant? On connaît les relations franco-algériennes depuis l'indépendance. Voilà à peu près les axes dont on va parler aujourd'hui. On parlera aussi des sujets importants qui concernent les Algériens, les visas. Y a-t-il des questions qui fâchent dont le président parlera, notamment les haragas, puisque pour l'instant le président français n'en a jamais parlé jusqu'à présent. On viendra sur ces thématiques et bien évidemment, comme l'a appelé une quinzaine d'associations, les invités sur le plateau vont en parler. Est-ce qu'Emmanuel Macron, alors ça a été annoncé hier par l'Élysée, reviendra sur ce pays où il y a aujourd'hui plus de 300 détenus d'opinion, c'est-à-dire ceux qui s'expriment par exemple sur Facebook et qui sont enfermés. Quand on connaît la France, qui est tout de même un pays des droits de l'homme, un pays démocratique, est-ce qu'Emmanuel Macron peut se rendre en Algérie pour une visite de courtoisie, comme il le dit, et de rapprochement, sans évoquer effectivement cette répression et puis ce pouvoir, d'ailleurs ce pouvoir qui a été critiqué et qualifié de politico-militaire par Emmanuel Macron. Où en est-il aujourd'hui? On en parle avec nos invités. Donc 25 août 2022, c'est aujourd'hui. Macron en Algérie, dans quel but? Point d'interrogation. Habas Hamadan, bonsoir, cher ami, quel plaisir de vous retrouver. Universitaire, militant politique. Salam alaikum, Azul Filawan, bonsoir, merci pour l'invitation et puis mes salutations les plus fraternelles pour les auditrices et les auditeurs. Voilà, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, écrivain, conférencier, universitaire, il est avec nous, Nordine Aoussad. Bonsoir, cher Nordine. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Salam alaikum, Mazoul, et bonsoir encore à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à El Marharibiya.
Je rappelle, merci à vous, je rappelle, vous venez de publier, on en parlera 2 minutes tout de même en fin d'émission, Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu, l'impossible divorce, entre parenthèses, pourtant nécessaire. On prendra 2 minutes pour en parler tout à l'heure aux éditions, au MMA édition Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu. Quand on sait qu'aujourd'hui, on l'a vu dernièrement, que les militants, une grande partie des Algériens, demandent une vraie indépendance, notamment celle de la liberté. Plaisir aussi de l'accueillir. Normalement, il est avec nous, opposant politique l'UDS. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de participer à ce débat aux côtés de mon camarade Hamad Ben Abbas aux analyses pertinentes et également Nordine Aoussat avec son regard critique mais avec son apport intellectuel. C'est très important d'essayer d'éclairer l'opinion publique sur cette visite, ses enjeux et ses objectifs. Merci Karim Tabou d'être avec nous. Karim Tabou qu'on ne présente plus, notamment au cours de ces dernières années. Encore la semaine dernière, vous tentiez de vous rendre en tant que bon citoyen, en tant que bon militant, assister à la commémoration du 20 août, le congrès d'Assoumam. Vous avez été arrêté. On a un président aujourd'hui français. Au mois de novembre 2020, d'ailleurs, vous l'avez interpellé avec un courrier, avec des mots assez forts. Qu'est-ce que un citoyen algérien comme Karim Tabou attend d'un président français avec ses relations très particulières, qu'il soit Emmanuel Macron, Jacques Chirac ou encore Nicolas Sarkozy ou François Hollande? Qu'est-ce que vous attendez? Une question aussi qui rejoint cette question. Comment vous définissez cette visite d'État, d'amitié? Des choses seront signées, intérêt pour la France, intérêt pour l'Algérie, pour le peuple algérien, comme c'est indiqué? Enfin, c'est une question très complexe, mais en tant que citoyen algérien, je souhaite personnellement que les relations algéro-françaises arrêtent d'être le monopole des services, arrêtent d'être le monopole des affairistes, qu'elles deviennent des relations normales, institutionnelles, entre les deux peuples, entre l'élite des deux pays. Notamment du côté algérien, malheureusement, on est encore dans le système de la dictature. On ne peut même pas parler de l'élite, on ne peut même pas parler d'institutions. Et voilà, les relations algéro-françaises sont restées otages de ces milieux des affaires, des services qui l'exercent à la place des peuples. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, des visites d'État, des chefs d'État qui se rendent dans un pays ou un autre. Il y en a depuis des années, puisque plusieurs chefs d'État sont sur notre terre. Pourquoi est-ce que, quand il y a un président, notamment français, qui se rend en Algérie, comme vous le disiez, ça mobilise tout un certain nombre d'affairistes, d'hommes et de femmes politiques, un certain nombre de médias. Pourquoi un tel engouement, une telle effervescence? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces enjeux? Effectivement, on voit aujourd'hui Emmanuel Macron, vous voyez les images sur les téléspectateurs peuvent apercevoir ces images. Pourquoi il y a autant d'engouement, d'effervescence, peut-être même de panique? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on doit servir un président comme on le sert aujourd'hui en Algérie? Enfin, quand je parle d'affairistes, je ne parle pas d'hommes d'affaires. Je parle d'affairistes qui exercent justement cette logique d'affairisme en dehors du cadre légal, institutionnel, transparent. Et c'est cela qui a tenu en otage pendant de longues années, voire des décennies, ces relations. Quant à la venue d'Emmanuel Macron en Algérie, comme d'ailleurs ses prédécesseurs, personnellement, j'attends pas grand-chose. Parce que les faits sont là, ils ont toujours apporté la démonstration que du côté d'Alger ou du côté de Paris, on proclame un certain nombre de principes, mais dans la réalité, face à la puissance des réseaux, face à la puissance des intérêts, face à la puissance
Merci Karim Tabou. Est-ce que je peux vous garder quelques minutes? Je voudrais faire réagir peut-être nos deux invités. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je fais réagir les invités, vos amis d'ailleurs, et je reviens vers vous dans un instant. Habas Hamadan, même peut-être une réaction sur ce que vient de dire aussi Karim Tabou. Cette rencontre, aujourd'hui, vous la voyez comment, d'un point de vue général, et puis après peut-être on verra qu'est-ce que ça peut réellement apporter pour les Algériens demain. Alors, avant de répondre à la question, deux petits points rapidement. Premièrement, je m'incline devant la mémoire de nos frères et sœurs victimes des incendies dans l'Est algérien. Mes condoléances à toutes les familles et toute ma solidarité fraternelle. Deuxième chose par rapport à Karim que je tiens à saluer et lui exprimer toute ma solidarité, toute mon amitié, surtout qu'il subit depuis plusieurs années maintenant un véritable harcèlement policier et judiciaire, harcèlement quasi quotidien. Voilà. Alors sur la question de la visite de Macron en Algérie, alors, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Il y a quelques mois, le président Macron, a proféré des injures contre le peuple algérien, contre la nation algérienne. Il a tenu des propos d'une extrême gravité. En niant l'existence même de la nation algérienne, il est allé jusqu'à dire que la nation algérienne, le peuple algérien, est une création du colonialisme français. Cette vision des choses, c'est une vision en fait qui est l'héritière de ce qu'on appelait au XVIIIe, XIXe siècle le racisme scientifique ou le darwinisme social, qui consiste à considérer les individus et les peuples comme une sélection, c'est-à-dire les plus aptes vont survivre comme Darwin, mais appliqués au monde social. Alors, on a des théoriciens, Spencer par exemple, le sociologue, et qui ont théorisé, et c'est ça qui a fait le lit qui allait légitimer le colonialisme. Et donc, les propos de Macron par rapport à l'Algérie s'inscrivent un peu dans ce foisonnement culturel nauséabond qui allait justifier le colonialisme avec tous ces méfaits dévastateurs sur tant et tant de peuples. Donc au moment où nous attendions que le pouvoir algérien réponde par rapport à ça et exige de Macron des excuses, parce que comment faut-il expliquer à Macron que que les peuples ne se définissent pas par la géographie ou par les limites géographiques, mais elle se définit par la mémoire, par la culture, par l'histoire des peuples. Faut-il rappeler à M. Macron que l'Algérie, elle a enfanté l'un des pères de l'Église chrétienne, Saint-Augustin, et le premier roman dans l'histoire de l'humanité a été écrit par un Algérien, Apulé, au IVe ou Ve siècle. Et puis l'autre jour, et puis je laisse la parole à mon frère ici là. L'autre jour, je lisais une biographie sur Fibonacci, qui est l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire et qui a joué un rôle très important dans les mathématiques en Europe. Eh bien, en lisant cette biographie, il raconte qu'on est au XIIe siècle, son père qui était une espèce de consul à Bougie, l'a inscrit à l'université de Bougie, on est au XIIe siècle, et c'est là où il a découvert sa vocation pour les mathématiques. Et Fibonacci, les mathématiciens peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Donc voilà, personnellement, en tant que citoyen, je m'attendais à ce qu'on exige des excuses de M. Macron. Maintenant, est-ce que j'attends, je laisse la parole, je pourrais répondre. On viendra sur ces excuses, elles sont importantes, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a ce « je t'aime », moi non plus, on vient de voir 10 mois, c'est tout frais, on vient de voir 10 mois où les deux diplomaties se sont un peu renvoyées la balle, d'ailleurs, en ayant attendu assez longtemps avant de s'appeler et voir un peu comment on pouvait s'entretenir, voire
se rencontrer, c'est le cas aujourd'hui. Ce je t'aime, moi non plus, comment il se positionne aujourd'hui Emmanuel Macron? Il se rend en Algérie alors qu'il a tenu des propos très, très importants, et des propos d'ailleurs que scande le Hirak en général, ce système politique militaire. Alors, je dirais, pour l'exercice de la diversité des propos et des points de vue, je fais, en saluant bien entendu mon compatriote Karim Tabou et en le remerciant pour les belles paroles qu'il a prononcées à mon égard, et c'est réciproque, je dirais, il y a les propos, mais il y a aussi les faits. Il y a les propos, il y a les faits, il y a les déclarations et il y a les actions. Au niveau des actions, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, il est bien devant Abdelmadjid Tebboune dans les actions qu'il a entreprises à l'égard de l'Algérie pour faire avancer les choses, et qu'en retour de l'Algérie, rien n'est venu. Voilà, donc je dirais, c'est vrai qu'il y a parmi les 5 propos qu'il avait prononcés le 20 septembre 2021, il y a cette interrogation qu'il a dit que est-ce que l'Algérie existait avant 1830 ? Est-ce qu'elle existait ? Mais on a tous compris que c'était un propos qui était inadmissible et inacceptable. Mais à côté de cela, il a dit d'autres propos qui sont vrais, quand il a qualifié le régime de politico-militaire, quand il a qualifié le Hirak d'avoir mis à mal le régime, et aussi, disons les choses aussi franchement, quand il a dit que le régime vit de la rente mémorielle. Mais quand on voit, je voudrais retrouver Karim Tabou juste derrière, mais justement, quand on voit combien c'est important pour le pouvoir algérien, pour le chef d'état-major, c'est des mots importants, ça, de dire que c'est un système militaire politique. C'est pas rien, puisque les jeunes Algériens, la jeunesse, la population algérienne qui scande Daoula Madania, Machi Askaria, ça veut dire ça clairement. Aujourd'hui, comment se positionne Abdelmadjid Tebboune ? Est-ce qu'il est toujours dirigé par cette France et il doit s'incliner en recevant Emmanuel Macron ? Est-ce qu'ils vont échanger là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas justement par rapport à de tels propos ? Écoutez, l'ascendant, il a toujours été, je dirais, et le poids a été toujours du côté de la France. Il y a les fanfaronnades, il y a les coups de menton du côté algérien, on a toujours, je dirais, connu ça depuis très longtemps. Mais le poids, on s'incline toujours. On retire notre... Oui, le poids... La balance est claire. Attends, je vais dire une chose et je vais rentrer directement. Tout à l'heure, quand j'ai vu Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, je regarde, il a 76 ans, il a 44 ans, d'accord ? Il représente l'avenir, la jeunesse de son pays, qui est vieux, un vieux pays représenté par un jeune, et un jeune pays représenté par un vieux. C'est une remarque qu'on s'est fait, effectivement, il y a parmi les 90 personnes, il y a énormément de jeunes, et au niveau de la rédaction, on se disait, effectivement, il a été aussi accueilli par le chef d'état-major, qui est vieillissant. Karim Tabou, toujours avec nous, merci d'avoir patienté. Je voulais aussi qu'il y ait un échange entre vous trois. Peut-être avant d'évoquer les questions géostratégiques et les questions en termes d'économie, en termes de gaz par exemple, et puis aussi la position de l'Algérie, du Mali, de la Russie. Un sujet important, vous aspirez à un changement de système, vous êtes militant politique. Est-ce que Emmanuel Macron va rencontrer ce soir des jeunes? Demain aussi, il rencontrera des jeunes, notamment entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'il ne rencontre? Est-ce qu'il vous a appelé suite à ce courrier? Est-ce qu'il a prévu de rencontrer des responsables politiques? Et est-ce qu'il va évoquer ce pays, enfin, qui enferme parce qu'on s'exprime sur Facebook? En tout cas, les visites officielles d'Emmanuel Macron ou de délégations étrangères, assez souvent en Algérie, tout l'itinéraire, les rencontres organisées sont triées sur le volet, ils sont menés, encadrés, organisés par des services. C'est très rare de trouver des délégations étrangères qui arrivent à dépasser les murs
qui leur sont dressés par les services pour aller rencontrer les vrais représentants des médias, les vrais représentants de la société civile, les vrais représentants de la classe politique d'opposition. Et assez souvent, ça s'organise dans un cadre plus officiel que politique. Pour moi, cette rencontre est là au fait de mensonges, de calculs, deux hypocrisies. D'abord, le mensonge. Lorsqu'Emmanuel Macron avait qualifié le pouvoir algérien de politico-militaire, vivant de la rente mémorielle, bon, c'est vrai que d'un côté ou de l'autre, certains avaient cru qu'il était temps et que les choses allaient bouger, que ce soit l'élite en France ou l'élite en Algérie, une certaine élite, avait pensé qu'il était donc arrivé le temps où des processus nouveaux allaient s'enclencher et qu'on va s'extraire définitivement des chantages mémoriels et qu'on va aller dans le sens démocratique. Ça, c'est le mensonge du côté français. On a lancé des choses et on a dit que désormais Emmanuel Macron va s'appuyer dans les relations futures de la France avec la rive sud de la Méditerranée et d'une manière générale avec les régimes de l'Afrique en misant sur les forces démocratiques, la jeunesse, les forces émancipées, etc. Mais les faits sont là. Ils apportent tout le contraire. Le mensonge du côté algérien, il ne faut pas l'oublier également, ce propos a été tenu à un moment important dans la vie politique du pays, puisque, souvenons-nous, en réponse à cela, le chef d'état-major de l'époque avait même accusé la France d'avoir participé à une réunion qui avait regroupé l'ancien chef des renseignements, l'ancien ministre de la Défense, et dans cette histoire-là, on a même accusé ces gens-là d'avoir attenté à la sécurité de l'armée. Et souvenez-vous de toute la campagne qui a été menée, faisant croire que la France, que les services français étaient impliqués dans cela. Depuis, les partisans de l'époque de Gaïd Salah avaient joué d'une manière excessive, exagérée sur cette fibre sensible en se faisant passer pour des chantres du nationalisme, ennemis jurés de la France et en voulant soi-disant dégager le pays de tous les relais français. Et d'ailleurs, c'est de cette histoire-là qu'on a essayé d'envelopper, de créer une nouvelle idéologie de l'armée qui s'appelle le Badissia Novembaria. Et un certain nombre de décisions avaient même été prises pour essayer de jouer sur cette fibre et dire aux Algériens que finalement, du côté de l'armée, on est là, on surveille et on défend les intérêts du pays. On a même changé les enseignes lumineuses des casernes depuis le français vers l'anglais. Et on a même également pris un certain nombre de décisions, notamment la généralisation de l'utilisation de la langue arabe. Donc tous ces éléments-là avaient, d'un côté, il y a eu un mensonge et de l'autre côté, il y a eu un mensonge. Et les deux mensonges avaient pour tout simplement objectif essayer de gagner l'opinion publique. Et je pense dans cette histoire-là, à chaque fois, le pouvoir algérien utilise bien cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, recevoir Emmanuel Macron en grande pompe par ceux-là même qui disaient, les Badissia Novembaria, qu'ils étaient là pour s'opposer à tout ce qui est français. Finalement, ce n'était que de la poudre aux yeux. Et les intérêts du pouvoir sont plus importants que les intérêts de la nation, en tout cas, du point de vue du pouvoir, bien sûr.
Avant de vous libérer, alors concrètement, c'est des mots importants, hein, refonder, se tourner vers l'avenir, vers la jeunesse. Donc à vous entendre, cette visite demain dans les prochaines années, rien ne changera, par exemple, pour cette jeunesse qui aspire qu'à vivre dans son pays. Alors quel est l'intérêt précis pour le pouvoir? C'est des finances, c'est du gaz, c'est le Mali? À côté de ces deux mensonges, il y a également deux hypocrisies. D'abord, l'hypocrisie des officiels français qui affirment à chaque fois n'apporter aucun soutien au régime de dictature et qu'ils sont les partisans, chantres de la démocratie, des droits de l'homme, de la citoyenneté. Mais nous avons bien vu ces responsables intervenir dans le débat. Je ne parle pas seulement du débat algérien, du débat africain sur les questions des constitutions. Assez souvent, et beaucoup d'exemples sont là, la France intervient dans les débats internes des pays qui concernent les mandats présidentiels, les coups d'État, etc. Mais dans la réalité, et c'est un avis personnel, l'odeur du pétrole et du gaz, la brillance et la valeur des pierres précieuses du diamant et de l'or, la fertilité des terres africaines qui regorgent de tous les minéraux et autres substances, devant cela, la France officielle abdique, oublie, renonce, cède, devient complice. Une grande partie des dictateurs africains, une grande partie des régimes de dictature et le régime algérien en est un, est là par la complicité de la France. Moi je le dis, je l'assume. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui fait que les régimes n'ont plus de légitimité en interne et ils se suffisent de leur reconnaissance, de leur... D'ailleurs, le grand paradoxe aujourd'hui, la grande hypocrisie d'Emmanuel Macron, c'est quand au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, il accepte en ce nom de souterrer des richesses, des intérêts à des peuples qui vivent aujourd'hui, une grande partie de l'Afrique, et je parle de l'Algérie, vivent presque dans un système de l'indigénat. L'hypocrisie du côté algérien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire instrumentaliser la légitimité révolutionnaire, c'est-à-dire le contraire de ce que fait la France, mais ce qui est destiné à la consommation interne. Et d'ailleurs, c'est bien de le dire, de le rappeler à chaque fois pour être concret. La majorité des dirigeants algériens ont acquis des résidences et même des papiers administratifs de nationalité française. Et la France est leur destination de choix pour aller dépenser leur argent mal acquis. Même quand ils font leurs affaires avec des hommes d'affaires turcs, chinois et même avec les Russes, ils finissent par les transférer en France pour acheter des biens. Leurs enfants dépensent des sommes faramineuses pour être inscrits dans des écoles françaises. Et les statistiques, d'ailleurs, parlent d'elles-mêmes. Un chiffre a été avancé, je pense, par un journal. Ils sont plus de 800 anciens responsables algériens qui vivent en France. Et rappelons-nous, et c'est très important de le rappeler, pendant la pandémie Covid, il y avait un avion qui faisait quotidiennement la navette Paris-Alger pour les seuls affairistes du système, et pourtant officiellement les vols étaient suspendus, et d'ailleurs la diaspora a été victime d'un confinement, d'un éloignement, d'un enfermement pendant plus de 3 années. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a que ces larbins du pouvoir, ces dociles sans honneur, qui continue de croire à ces mensonges. Une dernière réaction, Karim Tabou. Laurence Rossignol, ancienne ministre, voilà ce qu'elle a écrit sur son tweet avant de vous libérer, de donner la parole à Abbas Hamadan et Nordine Aoussat. Laurence Rossignol, voilà ce qu'elle dit. Il y a aujourd'hui en Algérie 300 personnes détenues pour délit d'opinion.
leur faute, point d'interrogation. Vous allez peut-être apercevoir le tweet dans quelques instants. Vouloir une Algérie démocratique et respectueuse des libertés fondamentales dans sa visite et ses échanges. Voilà, vous avez le tweet. Merci Karim, qui date du 25 août 2022, donc cet après-midi. Emmanuel Macron l'interpelle, le président Macron a une occasion exceptionnelle de plaider leur cause. Est-ce qu'il est important pour vous qu'Emmanuel Macron justement interpelle Abdelmajid Tebboune sur ses détenus d'opinion? Est-ce qu'il a aussi la légitimité? Bon, on sait que tout de même en France, on est dans un pays de droit et on est dans un État démocratique, un État qui se dit aussi sain, où la liberté d'expression est tout de même présente. Une partie de l'opinion publique française s'était posé la même question lorsque Macron a reçu Mohammed Ben Salman de l'Arabie Saoudite. Il s'était posé les mêmes questions et les réponses sont toujours les mêmes. À la sortie d'un dîner ou d'un entretien quelconque, on vient nous raconter des histoires, qu'on a évoqué les questions des droits de l'homme. Ça va se passer comme ça, mais c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Mais n'oublions pas, et cela, je pense qu'il va falloir organiser encore des débats sur cette question, que le soutien apporté, qui a été d'ailleurs très clairement prononcé par Emmanuel Macron à Tebboune, a fini par se concrétiser. Comment? Eh bien, je pense personnellement que la France a été pour beaucoup dans la réconciliation avec Toufik Medien, dans le retour du général Jazzar, dans tout ce qui s'est passé dans ce pays, et la France peut être le parapluie qui va encore de nouveau se rendre complice d'un deuxième mandat de Tebboune qui n'est pas accepté par le peuple. Et vous voyez très bien que le peuple est assigné à résidence surveillée. Quant aux libertés, ils sont mis en garde à vue. Et Emmanuel Macron, certainement, va aborder plus les questions relevant des intérêts de la France et des Français que les intérêts de la démocratie, des droits de l'homme, des Algériens. Je pense que les Algériens devront encore résister, se battre, mener des combats, mener des batailles, parce que si en 1954, nos parents avaient senti l'obligation morale et la nécessité de se battre pour arracher ce pays des griffes de la colonisation, également aujourd'hui nous devons nous battre pour remettre le pays dans la voie de la démocratie. Et ce ne sont pas les intérêts, les pactes de silence, de complicité entre les officiels français et les militaires algériens qui vont parler de la démocratie et qui vont apporter grand-chose aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Merci, cher Karim Tabou. Merci d'avoir été avec nous, opposants politiques. Merci infiniment. Abbas Hamadan, Nordine Aoussat, on va continuer l'émission avec vous. Beaucoup de choses ont été dites, notamment sur ces dernières paroles de Karim Tabou, un peuple qui va devoir continuer à résister. Absolument. Il parle de complicité aussi sur le général Medien ou encore voilà, j'ai envie aussi de vous faire réagir aujourd'hui. Parce que ce qui compte clairement, c'est qu'on donne de l'espoir dans des mots, et on a un peuple aujourd'hui qui a envie de grandir. On a une jeunesse algérienne qui n'a pas envie de prendre des barques et se tuer en mer. Cet espoir, on a un jeune président qui a 45 ans, effectivement, qui se rend en Algérie avec 90 personnes. Tout est représenté. C'est quoi? C'est une leçon d'image. C'est vraiment de dire on est là, on va vous aider, ne vous inquiétez pas. Comment vous voyez peut-être enfin cette présence de Macron pour le peuple algérien maintenant? Est-ce que ça peut réellement leur apporter quelque chose? La liberté d'expression aussi, les détenus d'opinion aussi? Moi, j'attends rien de la visite de Macron par rapport à ce qu'il apporte une plus-value, une amélioration de la situation des droits de l'homme, des libertés en Algérie. Vous n'y croyez pas? Non seulement j'y crois pas, mais je ne le demande même pas. Parce que si on revient un peu à la relation qu'il y a entre la France et l'Algérie, déjà à l'époque où la France avait les coudées franches en Afrique, c'est-à-dire que le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest francophone étaient un peu le terrain privé de la France, le terrain privilégié de la France. Elle n'était pas bousculée par à l'époque où la configuration était toute une autre des rapports de force internationaux. Depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années maintenant,
le rapport de force au niveau mondial a changé. Nous sommes dans ce qu'on appelle en anglais balance of power, c'est-à-dire l'équilibre des puissances. On a, en plus des Américains et des Russes, il y a l'avènement de nouvelles puissances émergentes, avec l'arrivée de la Chine, le Brésil, l'Inde et tout cela, et même la Turquie qui commence à jouer sur le terrain de la France. Il commence à grignoter du terrain, à gagner des parts de marché, etc. Déjà, à l'époque où la France n'avait pas cette concurrence, ils étaient le principal garant, je le dis bien sur le plan international, de la survie du régime en Algérie. C'est eux qui servaient de parapluie, et je parle en connaissance de cause. Pendant quelques années, j'ai été conseiller de Hussein Ait Ahmed, le défunt Hussein Ait Ahmed, et j'ai eu l'occasion à l'époque de rencontrer des responsables, de hauts responsables européens. Quand on essayait de leur parler, de les interpeller par rapport à l'Algérie, qu'est-ce qu'ils nous répondaient? Ils nous disaient, eh bien, c'est pas nous qu'il faut convaincre, c'est la France. Une fois que vous avez convaincu la France, tout ce que vous nous dites, nous le savons. Par rapport aux violations des droits de l'homme, etc., nous le savons. Allez-y voir la France. Aujourd'hui, la France se sent menacée dans ses prébendes en Afrique par l'avènement de la... Donc, comment voulez-vous que la France, déjà à l'époque où elle était libre, elle dénonçait pas les violations des droits de l'homme, comment le fera-t-elle aujourd'hui alors qu'elle est sérieusement concurrencée sur ce terrain de prédilection? Nordine Aoussad, vous êtes militant, on peut dire hirakiste, puisqu'on vous voit. Hein. C'est clair, c'est vrai que ce que demande notamment cette révolution qui continue maintenant depuis quelque temps, c'est pas de l'ingérence, mais de dénoncer. Par exemple, Jean-Yves Le Drian, je le disais hier, est allé en Algérie juste 2 semaines avant cette réforme de la Constitution. On ne l'a pas entendu sur ces détenus tout de même. C'est public. On sait très bien que quand on publie des choses sur Facebook, il nous arrive d'être arrêté. Vous rejoignez ce point de vue. Vous attendez de rien d'un jeune président d'un État comme la France où les libertés sont quand même respectées? Avant de répondre directement à la question qui est pertinente, bien entendu, j'aimerais rapporter aussi un autre point. Qui n'a pas été évoqué d'ailleurs, c'est une omission, je suis certain, qu'il y a eu 2 courriers, il y a eu 2 lettres qui ont été envoyées par nous, la diaspora, les gens du Hirak parisien et français, qui ont été adressées à Macron. Une lettre qui a été déposée officiellement à la loge d'honneur de l'Élysée le 23 juillet 2022, là, le 23 juillet du mois passé, suite à un sitting de nos compatriotes en face de l'Élysée, une lettre lui a été remise. D'accord. Il y a aussi 12 associations qui viennent de signer la semaine dernière aussi un courrier qui lui a été adressé. Et dans les 2 courriers, d'ailleurs, qui se rejoignent, je connais très bien le premier et j'ai découvert le deuxième, et donc dans le contenu, on le prend à témoin. On lui demande rien non plus. Hein. Ils sont pas dupes tous. Ils sont comme nous, comme vous, comme moi, c'est Abbas, donc on sait, mais le prendre à témoin. Et la philosophie même d'une lettre ouverte, c'est de prendre à témoin l'opinion publique. Les 2 opinions publiques, l'algérienne et la française, que Macron, qui va en visite en Algérie, sur invitation de son homologue algérien, qu'il sache que cet homologue-là a signé la loi la plus fasciste, à ma connaissance, la loi 87 bis, l'article du code pénal 87 bis, qui est la loi qui est une loi qui est directement tirée de... On a entendu le président Tebboune parler d'un Emmanuel Macron propre. Voilà, logiquement, est-ce qu'un président français, on ne va pas revenir sur l'état de droit qu'est la France, est-ce qu'aujourd'hui, elle doit travailler, elle doit contribuer, elle doit signer des accords financiers, enfin c'est les projets d'entreprise d'avenir, avec un pays où tout de même les libertés d'expression, les libertés des droits sont bafouées? Alors attendez, avant d'aller plus loin déjà, écoutez, ça nous a interpellés quand même qu'il y ait un problème rien que dans l'appellation qui est donnée à cette visite. Comment l'appelle-t-on? Visite officielle et d'amitié. C'est un bricolage. C'est une question qui se pose. Non, c'est ça l'appellation officielle. Mais est-ce qu'on ne se pose pas la question d'une visite d'État c'est pas une visite d'État. C'est pas une visite d'État.
c'est pas non plus une visite d'amitié seulement, elle est officielle et d'amitié. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va y avoir d'officiel à part la rencontre de ce soir? Mais sous la table, est-ce qu'il n'y aurait pas des contrats, non, la négociation des visas peut-être? Écoutez, regardez la délégation. À part son ministère, les 8 ministres du gouvernement actuel, Montebourg, parce qu'il a des origines algériennes, Lang, il a une forte tradition d'amitié, de relations avec les Algériens. En plus, il est président de l'Institut du monde arabe. Jacques Attali aussi, il a des origines algériennes. Je pense que lui-même est né à Alger. Est-ce que d'un côté, il n'y a pas l'image avec toute cette délégation, effectivement, on pourrait passer la soirée pour les citer. Est-ce qu'il y a d'un côté, sous la table, il n'y aurait pas des négociations sur les visas, une signature sur les contrats à venir en termes tout le monde le dit. d'hydrocarbures? J'ai ici la presse. Écoute, j'ai regardé les 7 journaux, les principaux journaux aujourd'hui. Français. À part le journal La Croix, qui a fait un travail de journalisme où il y a une équipe qui s'est déplacée sur place à Alger pour faire des enquêtes, notamment 3 belles pages dans le journal La Croix d'aujourd'hui avec les jeunes Algériens. Les autres, ils parlent tous de l'Algérie à la 6e page et à la 7e page. Libération, regardez, un petit titre comme ça. C'était ça l'Algérie d'avant, quand il y avait une visite d'un président en Algérie. Vous avez toutes les unes. Je me souviens, je les ai encore. Toutes les unes de tous les journaux. Il y a la photo à la une de l'Algérie. Elle est reléguée aujourd'hui aux pages intérieures. On en parle quand on en parle. Mais c'est peut-être aussi parce que ces presses-là, je me fais l'avocat du diable, ont compris que c'est un... Peut-être que c'est un voyage Écoutez, il faudrait que nous d'abord qui n'a pas d'intérêt pour la France, voilà, par exemple, il faudrait ou pour les Français. D'abord les Algériens qu'on fasse le travail. Karim Tabou tout à l'heure, malheureusement il est parti, mais je suis certain qu'il nous suit. Il a essayé, et même il l'a fait, il leur envoyé dos à dos, mais il a commis un anachronisme dans son propos. Il a commis un léger anachronisme en prêtant certains propos à la présidence française en les situant au début de 2019, alors que les derniers propos de Macron, ils datent du 20 septembre et le tout dernier, il date de la fin du mois d'octobre, quand il disait que Tebboune est prisonnier d'un système dur. Ça date de fin octobre, c'est les derniers propos. En plus, parlons tangiblement, je le dis dans le livre, vous avez dit qu'on en parlera à la fin, la France, ils ont fait un rapport écrit. Quand Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron se sont rencontrés en juillet 2020, ils se sont promis l'un et l'autre de faire réaliser un rapport sur la mémoire et l'histoire pour la dépasser. Le rapport français était déjà prêt début janvier 2021 et nous sommes le mois d'août 2022 et le rapport algérien est inexistant. J'ai honte. Et je interpelle, je prends à témoin tous les Algériens d'avoir honte. Et ce qui va nous donner un sursaut, c'est pas avoir honte pour, je dirais, se mettre à plat ventre pour un sursaut, mais quand même, nous ne sommes pas capables d'avoir un avis sur notre histoire. C'est le cas. Tebboune est incapable de demander un rapport sur quelle est la vision de l'Algérie sur la part et la partie commune de mémoire. J'ai oublié son nom, mais il y avait d'histoire. un responsable sur la culture mémorielle en Algérie qui devait travailler en même temps que Benjamin Stora. Ah non, c'était 2 travaux. Deux travaux la différents. France de son côté On est fait d'accord. son rapport On est et d'accord. l'Algérie de son côté fait son rapport. Non, Et on n'a jamais... il n'y avait rien. Après, c'était la 2e étape. Mais l'Algérie... Mais c'est ce que je dis. En tout cas, on n'a jamais vu le rapport Stora. Et j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Je vous laisserai réagir. Et derrière cet accueil, ces 90 personnes, est-ce que réellement les Algériens, aujourd'hui en 2022, on parle de cette rente mémoriale, on parle de cette colonisation, mais est-ce que réellement cette jeunesse, en restant poli, elle ne se contrefiche pas aujourd'hui que la France soit là et que la France soit encore présente et que est-ce qu'on leur rabâche pas à chaque fois la France, que c'est pas un trop. Est-ce que le pouvoir algérien justement n'entretient pas cette colonisation pour éviter que les esprits évoluent, les esprits s'ouvrent,
l'histoire est importante, mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne sert pas au pouvoir algérien, ça, d'entretenir notamment cette... Dans les rapports entre l'Algérie et la France, il y a une duplicité criarde et criante. Par exemple, au moment où on parlait de crise entre diplomatiques et tout, au premier trimestre 2022, il y a eu une augmentation des échanges commerciaux par rapport à l'année 2021. Donc ça, c'est la réalité. Donc on a ce que Karim Dabo appelle l'hypocrisie, les hypocrisies. Oui, c'est une espèce d'hypocrisie, mais en même temps, c'est un jeu de manipulation politique. C'est-à-dire, on a un discours à consommation interne qui consiste à manipuler les émotions mémorielles, à jouer sur les sentiments, des deux côtés, hein. Beaucoup plus du côté algérien, évidemment. Il y a une inflation de l'usage de cette manipulation. Mais moi, ce qui me fait, c'est-à-dire si on sort un peu de ce cadre de manipulation des émotions mémorielles, on revient à la réalité politique. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'en Algérie, on n'a aucune doctrine de la politique étrangère. Parce que Macron, quand il vient en Algérie, ou quand il va dans d'autres pays en Afrique... On n'a plus, vous voulez dire? On n'a plus, oui. Donc quand il va en visite, sa visite, elle s'inscrit dans une stratégie, dans ce qu'on appelle la politique étrangère. Alors la politique étrangère, chaque pays se définit une doctrine sur laquelle il y a après une stratégie avec des objectifs, des priorités et tout. Si on prend des exemples, hein, alors je vais prendre l'exemple de l'Inde. Le deuxième pays le plus, maintenant ils vont passer au premier, le plus peuplé du monde, qui avait qui était dans les pays arriérés, sous-développés et tout, ils ont mis en place une stratégie, un objectif stratégique, c'est le transfert de technologie. C'est-à-dire que la politique étrangère, elle doit se soumettre, elle doit obéir aux intérêts définis par l'État même avec les objectifs et tout. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'Inde? Ils sont appuyés, par exemple, l'un de leurs axes stratégiques pour obtenir ce transfert de technologie, c'est mobiliser la diaspora indienne dans le monde au point où il y a une journée, je crois que c'est le 7 ou 9 janvier de chaque année, ils appellent ça la journée de la diaspora. Alors pourquoi le 9 janvier? C'est tout simplement, c'est la date de retour de Gandhi en Inde en 1915, le 9 janvier 1915, il est revenu d'Afrique du Sud. Donc ils ont retenu ça. Et aujourd'hui, ils ont vraiment toute la politique étrangère de l'Inde obéissez à ça. Ils ont mis les moyens. Quel est aujourd'hui? Est-ce qu'on a des objectifs stratégiques au niveau de la politique étrangère de l'Algérie? Non. Sauf une. C'est la politique étrangère doit chercher les intérêts de la mafia au pouvoir. C'est-à-dire que quand ils ont des relations avec l'étranger, c'est celui qui va donner le plus de rétrocommissions. Quand il négocie un marché, c'est pas on va chercher toujours dans un intérêt de corrompre. Non, il n'y a pas. C'est la question, la notion d'intérêt public ou d'intérêt national, elle est absente. Toute la politique étrangère, la doctrine, si on peut l'appeler comme ça, il n'y en a pas. Tout repose sur comment servir deux choses, le maintien du système militaro-politique, et la deuxième chose, les intérêts économiques des familles mafieuses qui squattent l'État algérien. Nourdine Aoussat, il nous reste 3 minutes, on va terminer avec vous. Je voudrais après qu'en 1 minute, vous me vendiez ce livre. Un mot tout de même pour terminer rapidement la position dans le cadre de ce rendez-vous d'Emmanuel Macron, la rencontre avec Abdelmadjid Tebboune sur le Mali. La Russie, qui entretient aussi des relations aujourd'hui avec l'Algérie, même si on sait que depuis 10 ans, hein, la Chine est très présente, mais il y a une crainte de... Absolument, absolument. J'ai là donc le dernier numéro de Diplomatie,
Hein, c'est le numéro de juillet-août. La France en Afrique. C'est la question que je posais hier. Est-ce que c'est la fin? Fin de partie avec point d'interrogation. Ils s'interrogent. Ils ont, comment dirais-je, ils sont très très sensibles. Ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent. Donc la France s'inquiète de sa place au niveau de l'Afrique. Elle a peur de la Russie. Et surtout l'arrivée en force de la Russie sur le plan sécuritaire, de la Chine sur le plan économique, les Français. Mais il ne faut pas se comparer à la France. Ce sont des États qui sont forts, ils sont agiles, ils sont capables de rebondir. Ce n'est pas malheureusement ce qu'avait souligné Abbas tout à l'heure. C'est vrai que nous n'avons pas de doctrine, nous sommes lourds, nous sommes incapables de réagir, nous sommes vieillissants, nous sommes, comment dirais-je, prisonniers d'une léthargie. Tout le monde n'est pas vieillissant, il y a tout de même une jeunesse. Non, ceux qui commandent malheureusement sont comme ça. Maintenant, passons au livre. Une minute sur ce, mais j'aurai le plaisir certainement de vous réinviter, on en parlera. Qu'est-ce que vous nous racontez rapidement, Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu en 30 secondes? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc, dans ce livre, le titre le dit, l'impossible pourtant nécessaire divorce. Je le dis à la fin, nous, notre génération, en tout cas, moi, je me fais une affaire personnelle pour ma génération. J'espère la partager. Mes enfants aussi travaillent pour ça, pour un véritable divorce entre la France et l'Algérie. Que la France assume sa décolonisation et oublie l'Algérie française, et que l'Algérie aussi assume son indépendance et qu'oublie la France. En tout cas, c'est ce que souhaite le peuple. Vous avez dit le mot tout à l'heure, on a envie de grandir, on a envie de mûrir, on a envie de cesser cette fanfaronnade et ces coups de menton et ces réactions épidermiques d'avoir une doctrine. Merci. D'avoir une doctrine, d'avoir une politique étrangère digne vis-à-vis de la France. Merci à tous les deux. En tout cas, c'est ce que souhaite le peuple et une très grande partie des Algériens et des Algériennes, effectivement, d'être libres et de vivre librement avec dignité dans ce pays qu'ils aiment et que nous aimons tant, qu'est l'Algérie. 25 août 2022, donc Macron qui s'est rendu en Algérie. Dans quel but? Plusieurs objectifs. Abbas Hamadan, merci. C'est un plaisir de vous avoir revu, retrouvé. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Nordina Oussat, écrivain, conférencier. Voilà, on le répète, Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu, MMA édition. Et merci à Karim Tabou d'avoir été notre invité ce soir via l'Algérie, opposant politique, et Karim Rada et Dina. Merci de m'avoir accompagné techniquement pour réaliser cette émission. Bonne soirée à tous et à très vite sur El Mararbi.